si vous n'êtes pas à 18h ou à 19h dans le bon appartement, place des Invalides, avec tel lobbyiste, vous avez manqué votre coup. C'était pas la peine de monter à Paris pour aller faire un tour dans la ville. Nous, notre question, c'est le budget. Et pourquoi il y a tant de questions sur le budget? Vous vous rendez compte qu'on se retrouve avec une situation aujourd'hui où, comme vous le soulignez très justement, la France s'est surendettée. Donc quand c'est Gabriel Zucman ou Manon Aubry qui va soutenir le maire de New York, et là, tout ceci va être aux frais de la princesse, entre guillemets, parce que vous avez des personnes qui font partie d'un commun accord, d'une élite intellectuelle qu'on doit financer. Son but n'est pas de vous protéger, c'était de vous faire entrer dans le système, non pas pour que vous soyez le winner du système, mais pour que vous soyez le serviteur, l'esclave du système. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Tom Benoît. Bonjour Merwan. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais on peut quand même vous suivre sur les réseaux régulièrement. Donc pour ceux à qui vous manquez, on vous retrouve sur YouTube, sur X, avec des analyses de l'économie, des analyses un peu plus poussées, techniques. Voilà, donc je vous invite à retrouver Tom Benoît sur YouTube et sur X, mais également sur Géostratégie Magazine, dont vous êtes le directeur de la rédaction. Absolument. Tout simplement. Voilà, donc on va pouvoir lancer notre interview, notre entretien, avec cette question que je posais assez large finalement, mais très précise. Voilà, la France a-t-elle sauté dans le précipice? Il faut répondre, on va être assez précis, la France n'est pas dans la course, c'est ce qui est dommage. Faillite, c'est un terme assez en état et pas en faillite, comme on dit régulièrement. Alors le grand sujet aujourd'hui, c'est est-ce que la Banque Centrale Européenne, plutôt que le FMI finalement, pourrait venir réellement à la rescousse de la France et essayer de sauver la France sur le plan économique. Est-ce qu'il pourrait y avoir c'est la grande préoccupation des détenteurs d'or, de ceux qui ont de l'argent en France, qui ont des assurances-vie, qui ont des sociétés encore à 100% en France et qui sont pas in-out, un peu à l'extérieur, qui n'ont pas de nationalité. C'est de se dire, est-ce qu'on va venir me voir en me disant, vous avez de l'or, finalement vous n'en avez plus la totalité parce qu'il faut contribuer à la richesse nationale qui est en difficulté. Donc on va vous saisir une partie d'or. Ou on va taxer vos assurances-vie. C'est donc dans tous le budget, là, le dernier budget qui va être validé, on a inclus dans la fortune improductive la dette de la France qui est détenue via des fonds euros. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont sont contributrices à la dette de la France, elles détiennent de la dette, elles financent l'État. Et ce même État nous dit aujourd'hui, en tout cas ses représentants, finalement, financer l'État, c'est improductif, puisqu'on va vous taxer comme de la fortune improductive la dette que vous détenez via vos fonds euros. Et ça va même plus loin. Via les unités de compte, les députés et le gouvernement actuel considèrent qu'il y a des unités de compte improductives. Le Rassemblement national est tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est étonnant pour un parti prétendu d'extrême droite. Normalement, si on est d'extrême droite, on ne doit pas être uniquement... Aujourd'hui, je fais une digression, mais être de droite, c'est ne pas trop aimer, et encore dans l'absolu, l'islam. Quand on dit quelqu'un est très à droite, Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de femmes voilées dans tous les lieux publics, mais quoique modérément quand même, parce que on a C'est très loin des considérations des Français sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, qui sont, enfin, comme vous le dites souvent, de droite, c'est pas que ça. Ce sont les leviers économiques qui font le sérieux du politique. C'est être un peu traditionnaliste, être un peu libertaire. Donc le Rassemblement national dit, en effet, si vous avez des unités de compte qui investissent dans des grandes sociétés, cotées, sont des unités de compte improductives. C'est-à-dire que les unités de compte, il faudrait que ce soit des unités de compte qui ont des investissements faits dans des PME et des ETI. Déjà, il n'y en a pas. Sincèrement, il n'y en a presque pas. Donc c'est le premier problème. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'on se retrouve dans une phase où on a peur de la faillite parce que la vraie faillite, c'est pas l'effondrement, mais c'est plutôt le resserrement de cet étau de la ponction, de la propriété privée. Votre question, ensuite, c'est est-ce que la France est en faillite? Pour le moment, elle est en début de faillite. En effet, elle est sous surveillance. Ça, c'est une réalité. Quand vous avez des ministres de l'économie qui vous disent on est à l'euro près, quand vous avez des députés qui vous disent il faut une contribution exceptionnelle, il faut taxer ça, il faut augmenter la CSG, il faut augmenter la flat tax, il faut augmenter la TVA sur les produits de luxe, vous êtes sous surveillance. Vous n'êtes pas en faillite, vous êtes sous surveillance. Le vrai problème,
c'est que vous avez toute une classe politique et qui va des économistes aussi. Les vrais politiques aujourd'hui ne sont pas des femmes, des hommes politiques. C'est Gabriel Zucman, c'est Raphaël Glucksmann, c'est aussi Thomas Piketty, ce sont des personnes qui, Aurore Berger, qui est politique, c'est Amélie de Montchalin, qui vont passer parfois du privé au public, qui ont une dimension politique très intellectualiste, et qui se sont mis dans l'idée qu'il fallait pas que ce soit le marché qui fasse la loi. Très conceptuel, finalement, vision de l'économie. Ouais. Et qui ont décidé que vous allez pouvoir gagner entre 1000 et 10 000 euros par mois. Et qu'au-delà de 10 000 euros par mois, ça allait être des grands groupes, des grandes organisations, on va dire, comme le laboratoire Observatory Tax de Zucman, qui vont payer des billets d'avion parfois pour... donc quand c'est Gabriel Zucman ou Manon Aubry qui va soutenir le maire de New York. Bien sûr. Et là, tout ceci va être aux frais de la princesse, entre guillemets, parce que vous avez des personnes qui font partie d'un commun accord, d'une élite intellectuelle qu'on doit financer parce qu'elle pense à comment créer de nouvelles taxes, surtout. Mais justement, c'est ce que c'était un petit peu la suite de ma question. Quand je disais la France en faillite, finalement, ce sont les Français qu'on va pousser à la faillite, quelque part. Et le salut va venir de quoi après? Le vrai sujet, c'est que finalement, les Français qui vont pas avoir envie de se laisser déposséder, pour le moment, ils partent. Ça veut dire qu'on se dit, je vais prendre une résidence fiscale à l'étranger, déjà je vais créer mes sociétés à l'étranger, je vais avoir des business qui dépendent très peu de la France. Donc je ne vais pas attendre des aides publiques françaises, je vais créer mes affaires à l'étranger, c'est déjà un bon choix, c'est pas mal. Et puis après, vous avez le levier supérieur. Le levier supérieur, c'est de se dire, finalement, un jour ou l'autre, il y aura un impôt sur la nationalité. Moi, ça fait des mois que j'en parle, des années, même j'ai dit, un jour ou l'autre, ça passera. Parce que la réalité, c'est que aujourd'hui même, tous les business qui... Le tout, c'est pas d'être ailleurs, c'est pas d'être à Dubaï, à Monaco ou ailleurs, c'est d'avoir des business qui dépendent d'autres juridictions. Parce que sinon, on vous requalifie. Qu'est-ce que vous appelez taxe sur la nationalité? C'est que oui, dès lors oui. Alors que les Français... Les Français comme les Américains. Sauf que les Américains, il y a quand même un avantage d'être Américain. On va vous dire, quel que soit vos business, vous êtes taxé sur vos revenus mondiaux. Donc que vous gagnez 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros en Thaïlande, à Bali, à Dubaï. Vous êtes français. Vous êtes français, vous payez vos impôts sur votre nationalité. Et là, il y a une autre forme de salut qui passe à cette étape-là, c'est « Bonjour, monsieur, à Bercy, je vous rends ma nationalité parce que j'en ai une autre, et je suis Antigua ou aux États-Unis pour certains, aux Émirats c'est compliqué, mais après il y a des nationalités qui valent pas vraiment le coup, on va dire. Si vous devenez mexicain aujourd'hui, vous allez avoir du mal, y compris à aller aux États-Unis, il vaut mieux être français que mexicain. Mais une vraie nationalité sur le marché noir, on peut parler cash, réellement. Combien de personnes achètent des nationalités aujourd'hui en investissant 500, 600 000 euros? Il y a une demande qui explose depuis des mois. Il y a 2 business intéressants aujourd'hui en France. C'est avocats fiscalistes et vente des nationalités. Je plaisante un peu, mais entre guillemets... Mais c'est très juste, ça illustre très bien l'hémorragie qu'il y a en ce moment de Français qui constituait la création de valeur véritable, première de ce pays-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez envie de créer de la valeur, justement, il n'y a que 2 solutions. Si vous êtes français, quoi que ce soit, on va dire, si vous avez une capacité, soit vous avez une surcapacité et vous allez la vendre à un État ou à une entreprise. Donc vous êtes ingénieur, par exemple, et vous savez, en informatique, programmer de l'IA, vous vendez, donc vous partez à l'étranger, vous vous faites financer, il y a de plus en plus, combien il y a d'ingénieurs qui quittent même les États-Unis d'ailleurs, qui passent de Nvidia, des sociétés chinoises. Et vous allez finalement aller dans un écosystème qui marche pour vous vendre. Donc vous prostituez, entre guillemets, pour parfois... Vous allez aussi là où on considère que vous avez une valeur. Voilà. Et vous avez bien raison. Soit vous allez essayer d'exprimer cette valeur en tant qu'entrepreneur à l'étranger, et vous allez monter une affaire, vous allez profiter du savoir-faire des autres aussi, parfois qui viennent de la même juridiction que vous, ou d'autres juridictions, et vous allez monter un business ailleurs. Mais dans les 2 cas, soit vous avez de l'audace, pour parler poliment, soit vous avez une surcapacité. Et dans les 2 cas, vous ne pouvez pas l'exprimer en France. Parce que si vous avez une surcapacité, vous n'allez pas être payé à votre juste valeur si vous êtes en France, et vous n'allez pas pouvoir entreprendre en France. C'est très triste, mais il y a un paradoxe, c'est qu'on a passé des décennies et des décennies à s'endetter, à endetter l'État français, et quelque part aussi les Français. L'endettement impôt différé, on paye un petit peu les pots cassés, donc on s'endette pour créer de la valeur,
qu'on finit par ne pas créer, parce que les politiques échouent d'une manière ou d'une autre. Et derrière, on s'endette toujours pour financer cette dette. On roule notre dette, je vous expliquais, et d'autres économistes aussi l'expliquent assez bien. Mais finalement, pour ne pas créer de la dette, voire pas créer de la valeur, mais voire même faire fuir ceux qui seraient capables de créer cette valeur. Ce qui est compliqué dans tout ça, mais l'exemple américain est assez évocateur, c'est qu'il y a une forme de, comment dire, de nihilisme par rapport à l'obligation de la dette. Vous regardez l'immobilier, par exemple. L'immobilier français dépend à 90% des prêts. Si les banques prêtent plus, c'est 90% des transactions qui peuvent plus se faire, en totalité. Le système monétaire repose sur de la dette aussi. C'est pour ça qu'on appelle ce système obligataire. C'est des obligations d'État. Le système obligataire, c'est le système de dette de l'immobilier. Vous allez dans votre banque, quand vous êtes un État, vous vous endettez sur les marchés financiers. Et on fabrique de la monnaie par rapport à des collatéraux, je l'ai expliqué régulièrement, qui sont la dette des États. Et souvent, même des économistes qui connaissent la mécanique font un amalgame qui est vraiment pire qu'une fausse note en musique, qui est de mélanger la liquidité avec la dette des États. On dit là, il y a 1000 milliards de dollars, alors qu'en réalité, il y a 1000 milliards de titres obligataires libellés en dollars. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là où est la différence, quand même, qu'est-ce que ça signifie? C'est que, regardez aujourd'hui le vent de panique qu'il y a sur les marchés. Il vient de quoi en réalité? Il vient d'une pénurie de liquidité, de la vraie monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez au restaurant d'à côté, vous allez payer avec de la vraie monnaie scripturale. Vous allez passer votre carte bleue, c'est de la monnaie scripturale de banque privée, de banque commerciale qui passe. C'est pas du titre obligataire. Après, la banque, elle a ses réserves, il y a des réserves fractionnaires, elle détient des titres obligataires, c'est un autre sujet. Voilà. Et sur les marchés actions, pourquoi aujourd'hui, finalement, les marchés actions ont été... Il y a plein de raisons, hein, mais il y a aussi une raison qui est quand même majeure. Gonflé à bloc, parce que plus personne, ni les gens, ni les n'ont confiance en la monnaie aujourd'hui. Donc si vous avez de la monnaie, vous dites qu'il y a de l'inflation, vous avez votre salaire, vous avez fait des affaires, vous allez investir pour vous protéger de l'inflation et gagner de l'argent aussi sur les marchés actions. Vous allez sur le S&P, vous achetez Nvidia, Nvidia fait un carton pendant quelques années. Moi, ça fait un moment que je dis qu'il vaut mieux plutôt sortir de ces grosses valeurs-là et se diriger vers d'autres valeurs qui, et ça c'est encore un autre sujet, voilà, qui ont l'utilitarisme, on va dire, qui les rendra nécessaires, des entreprises qui les rendront nécessaires. Et vous avez les crypto-monnaies aussi. Alors, les crypto-monnaies, c'est intéressant parce que les crypto-monnaies, justement, sont des bulles sans être des bulles parce que on dit ça repose sur rien, la crypto-monnaie. C'est vrai. Il y a une technologie aussi derrière. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une utilité. Oui. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez un titre obligataire, vous êtes à 100% dans le système. Donc, vous êtes protégé de l'inflation, mais vous avez peur encore, vous êtes dans le système. Si vous détenez une action, vous êtes un peu moins dans le système, mais vous n'êtes pas liquide. Vous pouvez pas... Et si vous détenez une crypto-monnaie... La mobilité. La mobilité. Et vous voyez qu'à chaque fois, ces derniers temps, quand Trump a dit on va mettre 100% droit de douane à tel endroit, il y a une accalmie sur les marchés actions baissent, et là, les stablecoins montent au max, et souvent les crypto-monnaies montent un peu pour voir. Parce qu'on se dit, là, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça peut se faire entre particuliers, on n'a pas besoin finalement d'avoir accès au marché, parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi quand il y a eu des vents de panique encore le 10 octobre dernier, ou au mois d'avril aussi, lors des premières annonces de Trump, on ferme le marché pendant 15 minutes. On empêche les gens de vendre, surtout leurs ETF, sur les ETF, je me souviens d'un jour où entre 7h et 9h, il y a eu un bug aux États-Unis, on ne pouvait pas vendre ces panoplies d'ETF. Le bug arrive au bon moment, hein, parce que tout le monde aurait été vendeur, là. Et donc, vous auriez un crack. Et après, même tout à fait officiellement, depuis le vendredi noir de 87, il y a des règles qui ont été dictées à Wall Street où on peut fermer le marché 15 minutes s'il y a un vent de panique pour pas qu'il y ait trop de ventes d'actions, tout simplement. Sauf que sur les cryptos, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a une utilité aussi sur les crypto-monnaies qui va s'accroître, surtout tout ce qui est vraiment, finalement, vraiment autodétenu, décentralisé au maximum, où les gens vont se dire, si ce qui m'intéresse, c'est de pas être dans le système, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent de débancarisation, et c'est pas idiot, alors on n'a pas, il faut pas en faire la promotion, c'est pas la signification, mais ça a du sens. Donc ça veut dire que vous allez avoir
finalement, au plus les États vont faire comprendre qu'ils vont politiser, qu'ils vont surtaxer, qu'ils vont leur monnaie, au plus les gens vont fuir la monnaie, vont aller vers les marchés actions en se disant mais si les marchés actions ça devient compliqué, ils vont aller vers l'or auto-détenu et vers des crypto-monnaies assez stables en se disant je suis en dehors mais je suis liquide. C'est un peu l'expression ce qui est utilisée pour le Bitcoin, l'or numérique. Mais il y a un mot que vous avez utilisé qui est assez important, je pense, c'est celui de confiance. Personne n'a confiance. Mais même dans le marché, je veux dire. Quelle confiance on peut avoir dans son billet? Moi, question très pragmatique. Quelle confiance on peut avoir aujourd'hui dans son billet de banque de 10 euros Je peux vous répondre, on peut avoir confiance à partir du moment où même les agents les plus initiés du système, donc les plus gros détenteurs, les plus politisés, les moins politisés de l'autre côté, donc un peu tout le monde va détenir le même. À partir du moment où on va vous expliquer, si je vous dis, vous demain par exemple, vous n'avez pas accès à telle banque, moi j'y ai accès, et j'ai un compte privé dans telle banque et je peux. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous sentir défavorisé et vous allez vous dire finalement, ai-je bien raison d'avoir une totale confiance en ma banque qui accueille tout le monde, alors que finalement, de l'autre côté, il y a quelqu'un en face qui me dit, mais moi j'ai les mêmes services mais dans une autre banque, pas dans la même que la tienne. Et le billet de banque c'est pareil, si demain je vous dis, bon, vous allez avoir de l'euro numérique, moi je vais avoir telle catégorie d'euros, ça sera plus exactement le même. Déjà, il va falloir réviser un petit peu la confiance. Oui. Canal de confiance. Et les institutions eux-mêmes devront aussi réviser leur... Les institutions, à la rigueur, c'est un peu leur volonté. C'est un peu l'idée. Oui, bien sûr. On donne un nom à quelque chose, on l'appelle euro numérique. Bon, si on ne s'est pas trop penché sur la question, on se dit que c'est de l'euro, c'est pareil. Et si on s'est un peu penché sur la question, on se rend compte que c'est totalement différent, que c'est une autre structure monétaire. Donc la question de la confiance en la monnaie, elle va être là. Mais même la confiance qui va être encore plus compliquée, ça va être la confiance en le marché. Est-ce que finalement, Nvidia, Apple, Meta, vous pouvez les acheter, vous installez Interactive Broker, Trade Republic, tous les brokers, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter du Revolut. Non, c'est plus compliqué déjà. Alors si vous cherchez vraiment, vous allez avoir accès. Il y a des sociétés qui le proposent. Et il y a des potentiels pour arriver là, c'est plus compliqué. Et il y a des potentiels de croissance aussi sur des sociétés qui sont pas cotées encore, mais qui vont faire une IPO, donc une introduction en bourse, qui vont être cotées prochainement. Mais si vous êtes tout à fait ordinaire, vous n'allez pas avoir accès à ça. Et je crois qu'on se dirige vers une société de plus en plus polarisée, où les gens vont comprendre finalement que il y a ce qui est servi sur un plateau. Bon, ça fait des années que j'évite même les grands restaurants parce que je considère que oui, il y a des choses particulières. Petite parenthèse culinaire. C'est une digression culinaire. Faire une digression médicale. Métaphore. Vous allez, mais pour bien imager, vous ne faites pas opérer par un médecin qui aurait des normes d'hygiène que vous récusez totalement. Vous n'allez pas vous laisser ouvrir le corps là part. Et vous allez dans un restaurant avec des chefs qui sont en surpoids. Attention, c'est pas de la grossophobie entre guillemets, mais qui considèrent que finalement ingurgiter tel ou tel aliment, c'est pas vraiment grave, hein, et ça fera pas de mal, et qu'on peut gérer son organisme. Et ces gens-là vont vous préparer à manger. C'est la même force. C'est-à-dire que vous allez faire entrer à l'intérieur de votre organisme quelque chose qui a été préparé par des gens qui ont une façon finalement de soigner leur organisme par l'alimentaire, qui est à l'opposé de la vôtre. Donc vous pouvez pas. Et sur les marchés, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que vous allez pouvoir finalement entrer dans un système, avoir accès à un système qui vous est servi sur un plateau comme le plateau qu'il y a dans la restauration la plus ordinaire, celle qui est faite pour les masses, alors que si vous avez envie réellement de vous protéger, de gagner de l'argent, vous allez comprendre que ça va être plutôt qu'il va y avoir un salut qui va être sur le non-côté, qui va être dans une vie des affaires qui va être un petit peu plus parallèle en quelque sorte, mais que celle-là, on vous la servira jamais sur un plateau. Mais c'est faux dans le chef privé. Ce sera de plus en plus, comme vous le disiez, ce sera de plus en plus accessible. À un moment donné, les plateformes vont se... ouais, mais parce qu'il va y avoir une demande. Il va y avoir d'échapper peut-être à l'euro numérique, à aussi un outil qui serait une forme de contrôle, hein, parce que d'ores et déjà, il faut le dire, les gens qui ont de l'argent en banque, quelle que soit la banque, ils n'ont pas la main dessus, véritablement. Ouais. Ce sont les banques qui détiennent... Et puis alors là, les fonds de garantie, les 100 000 euros, tout ça, vous pouvez oublier. Et voilà, 2 jours, voilà, les fonds de garantie, les 100 000 euros sur les banques, tous ceux qui disent, ouais, mais quand même... Ouais, d'accord, mais vous avez des assureurs qui sont souvent des assureurs qui sont financés aussi par les mêmes banques après qui vont se retrouver en faillite. Le problème, c'est un peu ça, c'est que la plupart, les Américains sont un peu au fait de ça, les Français, pas du tout.
les Européens plus largement, un peu plus dans le monde anglo-saxon, les gens ont des centaines de milliers d'euros dans des banques dont ils ne connaissent absolument pas la santé financière ou la connivence politique. Et par exemple, tout le monde sait aujourd'hui que BNP Paribas, je ne vais pas leur faire de la compte publicité, mais est beaucoup plus politisé que Santander en Espagne. Voilà. Ouais. Si vous avez... il y a des personnalités, même très connues, qui travaillaient avec la Russie précédemment, qui se sont vus leur compte fermé par BNP Paribas pour cette raison-là, parce qu'elles avaient gardé des liens tout simplement avec des Russes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une décision politique. C'est un peu comme sur un réseau social, si je vous dis YouTube est plus politisé que X. C'est vrai. Ouais. Oui, s'il y a certains sujets qui sont abordés, on peut... Il y a certains sujets, voilà. Instagram est encore plus politisé. Ça va jusqu'au masculinisme ou ces sujets-là, qui sont autorisés sur YouTube, mais plus sur Instagram. Donc ça veut dire que vous avez des paliers comme ça où il y a une dimension politique, et sur les banques, c'est la même chose. Je crois que le problème des gens aujourd'hui, c'est que finalement, ils ne sont pas vraiment intéressés par le fait d'aller au fond du sujet. Je crois que ils restent sur l'aspect beaucoup plus superficiel. Ils ne cherchent pas des solutions. La pire des choses, c'est quand même de chercher des Ah oui, vous vous dites finalement que les gens n'ont pas trop envie de se prendre en main et qu'ils sont beaucoup plus dans une situation... Parce que je leur demande rien. Moi, je suis facile de le dire. Voilà. Moi, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Je leur ai pas dit. Le problème, c'est ça. C'est que vous avez tous les conseillers en gestion de fortune, de patrimoine, tous les banquiers aujourd'hui, tous les politiques plus largement, mais qui ont une vie comme ça professionnelle qui est politique. Je faisais une vidéo sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, je sens que je parlais un peu d'or, et je citais sans citer son nom, un économiste très connu qui c'est un non-sens d'acheter de l'or là il y a quelques semaines. C'est curieux quand même qu'un économiste, on parle, il y a un terme, c'est la valeur refuge. C'est curieux qu'un économiste dise à des gens, non, Je vous dis surtout après passer de 2600 $ l'once à 4000 $, que ça a été à ce moment-là un non-sens d'acheter de l'or parce que ça n'a pas contribué à l'économie. Il n'a pas tort. Lui, ce qu'il veut dire, mais il faut comprendre ce qu'il défend. Lui, ce qu'il défendait, c'est que vous mettiez votre richesse privée au service de personnalités politiques qui allaient décider de la façon dont ils allaient l'exploiter. C'était pas de vous protéger, mais c'est son but. Ça se comprend, c'est légitime. L'économiste qui va être un peu plus... moi, où je recommandais, entre guillemets, je recommandais pas, mais où je disais qu'il me semblait judicieux d'acheter de l'or au moment où il était à 2600 $. Et quand il passe à 4000 $, je pense pas avoir fait fausse route. Vous étiez venu me voir à une conférence. Il y a peur sur la question de l'or, de la valeur refuge. Je dit, il a peut-être pas tort. Je l'ai acheté, je suis rentré à 2600, aujourd'hui je suis à 4000. Ça va, c'était pas un mauvais choix. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vous dit les yeux dans les yeux, c'était un mauvais choix. Pourquoi? Parce que son but n'était pas de vous protéger, c'était de vous faire entrer dans le système, non pas pour que vous soyez le winner du système, mais pour que vous soyez le serviteur, l'esclave du système. Grosse problématique aujourd'hui, laquelle est-elle? C'est que tous les États, si vous cherchez, sont d'accord sur un fait, c'est qu'il faut décapitaliser la société. Y compris, vous avez dû voir Mohamed Ben Salman qui a été reçu par Donald Trump et qui a dit, alors Trump lui tape dans le genou en disant, donc si je comprends bien, c'est pas 600 milliards que tu vas amener, c'est 1000 milliards. Et Ben Salman dit oui, parce que les États-Unis sont la plus grande puissance économique du moment, concurrent les États-Unis. Je suis d'accord avec MBS là-dessus et je suis d'accord sur le fait. Mais si vous allez chercher un peu plus loin, ce qui est dommage, c'est de se dire, ces 1000 milliards, de quelle façon ils vont irriguer l'économie américaine? Est-ce qu'ils vont irriguer l'économie américaine comme l'économie américaine était irriguée dans les années, encore jusqu'aux années 90? Ouais. Non, pas vraiment. Aujourd'hui, les décideurs, les distributeurs de tout ça, même quand l'argent vient de l'extérieur, c'est les gros gestionnaires. BlackRock en fait partie. C'est pas être anti-BlackRock ou être... Non, c'est un constat. On regarde comment ça se passe. On regarde comment le système fonctionne. Par exemple, je vous dis, vous êtes en 1970, vous allez voir un banquier, vous lui dites je vais monter telle affaire. Le banquier connaît généralement la zone. Tout ça, c'est terminé. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il n'y a plus. On est passé à un autre. Est-ce qu'il y a eu en 1970 un BlackRock, un gestionnaire d'actifs qui allait justement récolter entre guillemets finalement l'essentiel des capitaux étrangers et qui allait arriver de notre pays? Non, c'était différent aussi. Ça se passait différemment. Donc ça veut dire que, si vous voulez, les Américains, là où il y a une logique où il faut dissocier par rapport à l'Europe, c'est que l'Europe aujourd'hui, c'est ce que je regrette, elle a un peu la même idée que les États-Unis, c'est quand même faire des affaires. Elle veut le faire en prenant la richesse de sa population. Oui. Donc elle est en train d'étouffer sa population en disant on va prendre... Les Américains, c'est un peu différent, eux ils disent on va continuer, jusqu'à présent ils le faisaient avec leur monnaie, c'était le dollar qui ramenait du cash
par le système boursier, tout ça, tout le monde épargnait en dehors. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que regardez, même les Européens veulent interdire, ils l'ont fait même, à investir aussi librement comme on pouvait le faire précédemment dans les ETF américains. Si vous êtes français aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir parce qu'ils disent que c'est trop dangereux. Vous ne savez pas, vous n'allez pas, vous êtes un individu, vous n'êtes pas capable de C'est savoir. plus la fuite de capitaux qui les... Voilà, exactement. Et ce qui les intéresse, c'est de contrôler les capitaux, un peu à la chinoise. Hein. Je termine juste là-dessus pour 20 minutes. Les Américains, eux, ils sont dans le même raisonnement. Ils veulent continuer à faire du cash, mais ils veulent le faire en faisant entrer des capitaux de l'extérieur. Et aujourd'hui, ces capitaux, ils arrivent par exemple à l'Arabie Saoudite, via le PIF, le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, aux États-Unis. Et après, c'est sur décision quand même très, très politique que ces capitaux vont être injectés dans l'économie. Ouais. C'est ça, entre guillemets, je vais vous dire tout à fait franchement, qui me dérange un petit peu. C'est que si vous regardez aujourd'hui, vous avez et ça serait intéressant de faire le classement des pays les plus capitalistes et les moins capitalistes. Les États-Unis, ça va encore. Ça se tient encore. Hein. C'est pas la France, c'est une catastrophe, ça c'est certain. Je veux dire, aujourd'hui, si vous arrivez dans un aéroport aux US, on vous dit vous venez d'un pays communiste. Si vous êtes de France, vous êtes tenté de dire économie dirigée. voilà. Non, mais je me pose la question. Et donc, les États-Unis, ça va encore, mais les vrais pays capitalistes, c'est Singapour, Hong Kong. Hong Kong, on en parlait un peu avant de cette interview, c'est le bras armé, le bras fort. Oui, c'est le capitalisme chinois. La Chine, c'est pas vraiment capitalisme, mais d'ailleurs, vous savez que 60% des entrées de capitaux en Chine et des sorties, on va dire même des flux, passent par Hong Kong. Parce que vous avez le contrôle des capitaux en Chine, c'est 50 000 $, je crois, aujourd'hui. Oui, la Chine a réussi à se créer une parenthèse capitaliste, justement, pour contrebalancer avec son système économique. Voilà, exactement. Comme ça. Vous avez la Suisse qui est encore un peu capitaliste. En Europe, vous avez les Pays-Bas, à la rigueur. Sur le plan bancaire, même. Vous avez l'Irlande aussi, qui est encore un peu capitaliste. Pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés, qui faiblissent un peu, parce qu'aussi, ils ont mis des taxes sur les ultra-riches, ils ont fait fuir je sais pas combien d'ultra-riches, justement, qui sont partis, qui ont quitté l'Irlande après l'équivalent d'une taxe Zuckman. Mais ils sont un peu capitalistes. Singapour, voilà. Et puis, alors Dubaï, les Émirats Arabes Unis, là, c'est vrai. En même temps, il y a les dérives du capitalisme qui ont fait peur aussi énormément. Si on parle de la crise de 2008, mais d'autres crises avant, vous avez des populations qui ont ce côté... C'était déjà les dérives d'une forme d'hyper-spéculation qui était plus bureaucratique que capitaliste. Hein. La crise de 2008, alors là, ça, on va pas ouvrir la porte parce que c'est vraiment une grande parenthèse, mais si vous allez chercher, c'est un mal qui a été causé par un hyper-dirigisme bureaucratique. Je vais vous dire un truc, on va faire une autre digression, pas culinaire cette fois-ci, mais de voyage. À chaque fois que j'arrive dans une ville, il y a une chose qui me marque. Quand j'arrive à Dubaï, par exemple, je me dis pas je suis pas assez riche. Je suis pas assez riche. Mais je me dis je suis pas assez clean. À Dubaï, il faut être nickel, mais il faut être neuf. Il faut pas avoir un costume bien taillé, mais qui est non, il faut avoir un costume neuf, une ceinture neuve, il faut être neuf. Tout est neuf, la pochette est neuve, tout est neuf. Vous arrivez à Los Angeles, vous dites pas je suis pas assez clean, vous dites je fais pas assez d'affaires, je vais pas assez vite. Là-bas, c'est vraiment, non, il faut encaisser ce soir. Tu n'as pas fait une affaire, si l'argent est arrivé, oui, non, bon, allez, tu vas pas cash out. Vous arrivez à Paris, vous dites, je fais pas assez de politique. Parce que si vous arrivez comme un kidam dans Paris, si vous n'êtes pas à 18h ou à 19h dans le bon appartement, place des Invalides, avec tel lobbyiste, vous avez manqué votre coup. C'était pas la peine de monter à Paris pour aller faire un tour dans la ville. Et dans chaque ville comme ça, il y a quelque chose qui me marque. Et New York, c'était aussi ce côté politique. Et on le voit, regardez, New York, qui a été le berceau quand même du libéralisme, se retrouve aujourd'hui avec un communiste à la tête de la ville quand même, qui est justement pour l'hypertaxation, des profits, la redistribution, les allocations, un système très socialisant. Et New York, pourquoi en est arrivé là? Parce que c'est une ville qui avait pris le chemin justement de cette dérive politique. Et la crise de 2008, pourquoi je faisais cette digression? Elle venait justement, elle avait pris racine dans l'hyper-dirigisme, qui lui-même prend racine, dans l'hyper-politisation de l'économie. Et on l'a soigné par quoi? Par encore plus de politisation de l'économie. Donc on va aggraver la situation. Je voudrais qu'on arrive, qu'on en vienne un peu plus à l'échelle nationale.
et un homme que vous avez rencontré, Bruno Le Maire, l'héritage, on va dire, des 2 quinquennats de Macron, parce qu'il fait une bonne part quand même des 2 quinquennats. Je crois il a 7 ans, voilà. Même que c'est le plus long mandat d'un ministre de l'économie. Ouais, peut-être même le plus long mandat d'un ministre de Macron, hein. On a un record du nombre de Et ministre de l'économie, c'était Giscard d'Estaing dans les années 70, mais c'est Le Maire qui a dû le dépasser en consécutif. oui. Giscard d'Estaing, il y a eu 2 mandats. 2 mandats, effectivement. Donc, en ce qui concerne le bilan et l'une des dernières auditions de Bruno Le Maire qui fait scandale, hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est un ministre quand même qui a su faire parler de lui, hein. Oui. Entre la guerre économique à la Russie, les chiffres oubliés. Qu'est-ce qu'on peut en déduire finalement de son action? Est-ce qu'on a en face quelqu'un de tellement stratège qui s'est pris les pieds dans son propre stratège, ou alors on a quelqu'un de pas du tout compétent? Et alors auquel cas, 7 ans ministre de l'économie. Pas faire une attaque personnelle. Non, Le bien Maire, sûr, mais en tout cas, faire une analyse de ce bilan. Oui, bien sûr. Je l'ai entendu sur Brut récemment en disant justement qu'on lui avait demandé finalement quasiment de maquiller les comptes, hein, ce qui avait été reproché. C'était Olivier Marleix qui disait justement Bruno Le Maire maquiller les comptes publics. C'est vrai que c'est un peu facile. Bruno Le Maire vient aujourd'hui en disant on m'a demandé finalement de ne pas dévoiler ces notes-là. Au moment où, y compris des personnalités comme moi, d'un point de vue journalistique, lui disaient est-ce qu'il n'y a pas un problème là, à ce niveau-là, c'était quand même très catégorique les réponses. Mais pas seulement Le Maire, hein, c'était le cas aussi des autres politiques à ce moment-là qui étaient en responsabilité, Premier ministre du moment, Barnier et les autres. On n'avait pas le droit de dire qu'on était sur la mauvaise pente et qu'il y avait un problème de budget. Mais le problème vient d'où? C'est que finalement, vous avez des personnes, on s'en rend bien compte aujourd'hui, avec le Rassemblement national qui devient un parti politique. Sincèrement, pour moi, Bruno Le Maire, Amélie de Montchalin aujourd'hui au compte public, qui prend un peu la succession de Bruno Le Maire, parce que c'est l'incarnation, on va dire, du réel de l'économie publique, là, du problème de budget, même si elle n'est pas ministre des Finances, mais elle a un ministère ça me fait rire d'ailleurs toujours, de l'action et des comptes publics. Et là aussi un peu... Il faut y mettre un peu de sémantique, hein. Il Voilà. faut essayer d'emballer un peu les choses. C'est cul quand même, hein, je veux dire, on a créé C'est vrai que ministère du bonheur et de l'éducation. c'est de moins en moins sérieux, malheureusement. Oui. Mais Ouais. ces ministères-là aujourd'hui ont une idée en tête, c'est qu'ils font comme vous et moi, enfin je veux dire, vous faites des affaires, vous gérez votre truc, vous avez envie que ça marche, vous voulez que votre écosystème fonctionne, vous voulez gagner un peu d'argent. Eux, ils sont à la tête d'un écosystème qui est l'écosystème public. Et sans s'en rendre compte, ils arrivent avec une idée en tête qui est il faut qu'on rentre, finalement, sans avoir de pitié réellement par rapport à nos partenaires, clients, et sans que les partenaires ou les clients, là, c'est les citoyens, et les entreprises. C'est les contribuables, sous toutes leurs formes, privées ou publiques. Et sans avoir de pitié aucune, il faut rentrer du cash. Et le problème, c'est que vous avez des personnes comme Jean-Philippe Tanguy, ça est l'incarnation aussi au RN, qui se retrouvent dans un même moule, qui est, notre question, c'est le budget. Mais pourquoi il y a tant de questions sur le budget? Vous vous rendez compte qu'on se retrouve avec une situation aujourd'hui où, comme vous le soulignez très justement, la France s'est surendettée. Sur ces 10 dernières années, on est passé depuis le début du mandat Macron le premier à 95%. C'est à 2000 milliards, là, on est à 3200 milliards. Voilà, c'est même plus, presque 3500 là. Et à ce moment-là, vous avez quand même un État qui n'arrive pas à gérer son budget, qui n'arrive pas à avoir de budget s'il ne va pas piocher davantage dans la propriété privée, donc ça veut dire des surtaxes sur les locaux commerciaux qui sont vides, des CSG qui augmentent, des flat tax. C'est la folie de la taxe, de l'impôt. C'est-à-dire que vous avez réellement, c'est comme si vous vous retrouviez face à une entreprise finalement qui était un petit peu plus particulière parce que c'est l'entreprise maîtresse de la zone, on va dire, et là c'est l'État en l'occurrence, qui dit mais malgré mon endettement massif, je n'ai pas su gérer. Je n'ai rien fait de rentable, je n'ai pas investi dans des secteurs rentables, et ça ramène à une autre problématique. Pourquoi j'ai parlé de la BPI régulièrement ces derniers temps? C'est pas pour taper contre Nicolas Dufour, qui a fait paraître un livre d'ailleurs, mais qui est pas mauvais. J'ai parcouru, j'ai pas lu en entier, mais qui est pas mauvais. Mais c'est toujours ce qui est regrettable, c'est que vous avez des personnalités. Le maire s'inscrit également qui arrive quand même avec beaucoup de... Moi, j'ai pas été ministre, hein, Tom Benoît. Je veux dire, si j'avais été ministre et que je passais sur votre podcast et dans des émissions en disant il y a un problème de dette, machin, ici et là, mais quand je suis ministre, je dis non, on n'en parle pas de ça. C'est sujet interdit, vous me direz, vous avez un peu de culot quand même. Et Nicolas Dufour, donc la BPI, c'est un peu la même chose. On se retrouve sur C'est à vous le soir, sur la 5, en disant l'économie capitaliste se porte mal, il y a un problème sur les retraites, on n'arrive pas à financer ça, parce qu'il y a trop de taxes, Mais par contre, je suis à la tête de la BPI, qui est réellement le bras armé de la socialisation de l'économie. Parce que la BPI, la Banque publique d'investissement, c'est quoi finalement? C'est un distributeur de chèques
donc de vos impôts, les miens, de l'argent public qui arrive comme ça, justement, vers une société ou une autre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a décidé. Qui c'est on? C'est une commission, c'est quelques personnes qui disent on va faire un prêt de 500 millions à Northvolt. Paf, Northvolt s'effondre. Il y a 200 millions incompressibles. Donc 200 millions de prêts qui ne seront jamais remboursés, qui venaient de l'argent public, et que la BPI avait décidé de prêter à Northvolt. Vous avez prêté plus, mais il y a 200 millions incompressibles perdus. C'est là que vont les impôts des Français. C'est là que vont les impôts des Français. Donc ça veut dire que vous avez un problème par rapport aux politiques. C'est que le problème, c'est que la France est gérée, le seul réellement, c'est corollaire à ce que je disais précédemment, dans le monde aujourd'hui, qui essaie de sauver un peu ce capitalisme, c'est vrai que c'est Javier Milei, mais il a la tête d'un petit État. Mais c'est quand même fort. Le président de la République, quand même, d'un État, un vrai État, hein, c'est pas un État de 2000 habitants non plus, qui vous dit, le problème, c'est les politiques. C'est les politiques qui décident. Dernier discours de Javier Milei, c'est une invective contre les politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez réellement aujourd'hui une économie mondiale qui se retrouve, y compris ce que je disais sur les US, le problème c'est que qui est totalement dirigée finalement par une poignée de personnes et plus réellement par rapport à une demande et par rapport à de l'ingéniosité, par rapport à de la demande, par rapport à une économie de marché qui fait qu'aussi, effectivement, parfois il y a des faillites, il y a des échecs, mais que ces faillites sont plus ou moins personnelles ou qu'elles conduisent à des effondrements parfois de groupes et c'est pas dramatique. Moi personnellement, je préfère qu'un groupe s'effondre avec un entrepreneur à sa tête, qui était même responsable, on va dire, de son endettement, et qui doivent quelques millions à sa banque et qui soit saisi, plutôt que ce soit de l'argent public qui soit distribué à tour de bras pour des montants faramineux et que ce soit l'État, justement, qui s'appauvrisse et qui ensuite va à y voir un entrepreneur qui, lui, a une affaire qui marche en disant « On est désolé, mais on est en faillite, il faut vous Il faut surtaxer. les... Donc vous allez partir en faillite avec nous. »